Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Trump veut tout écraser sur son passage. Un an jour pour jour, après les débuts de son mandat, il tyrannise Emmanuel Macron en le menaçant de droits de douane sur le vin et le champagne français à 200%. Mais est-il si puissant? Est-il pas un peu fragilisé chez lui aux États-Unis à 10 mois des midterms? Alors tout le monde, bien sûr, à travers le monde est stupéfait par Donald Trump, mais peut-être pas Alexis Tarade. Alexis Tarade, bonjour. Bonjour Edouard. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde en physique, en studio pour une fois. Je rappelle que vous avez cofondé le média Divergence Politique et la politique américaine n'a plus de secret pour vous. Nous allons en parler, nous allons faire le bilan de cette année de Donald Trump, de cette présidence de Donald Trump rocambolesque. Alors, si je devais résumer, je dirais que nous sommes quand même dans l'ère Trump. C'est lui qui donne le là de la politique mondiale. Et une ère d'ailleurs qui a commencé il y a 9 ans déjà, pas seulement il y a un an, le 20 janvier 2025. Bon, bien sûr, l'actualité, ce sont les SMS dévoilés d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui lui confie ne pas comprendre ce qu'il fait, ce que Donald Trump fait sur le Groenland et lui propose un dîner avec 2-3 autres propositions, notamment un sommet du G7. Vous avez évidemment ces SMS dévoilés par Donald Trump sur Truth Social qui s'affichent à l'écran. Et puis, il y a une autre séquence, elle aussi absolument tragicomique, que je vous propose d'écouter, Alexis Tarade. Et puis après, évidemment, vous allez nous donner votre avis, notre avis sur Donald Trump. Quelle est votre réponse à Emmanuel Macron qui a déclaré ne pas vouloir rejoindre le Conseil pour la paix de Gaza? Ah oui, il a dit ça. Personne ne veut de lui parce qu'il ne sera plus en fonction bientôt. Ce n'est pas grave, ce que je ferai, c'est que je mettrai un tarif douanier de 200% sur son vin et son champagne. Et il viendra. Mais il n'a pas à le faire. 200% donc de tarifs douaniers sur le vin et sur le champagne. Enfin, en tout cas, ce sont des menaces. Mais qu'est-ce que cela dit, selon vous, de Donald Trump? Pas seulement le 20 janvier, mais depuis un an, depuis 9 ans. Qu'est-ce que c'est, ça? Pour vous, est-ce l'hubris? Est-ce la folie des grandeurs? C'est un peu tout ça, Trump. C'est un showman, c'est quelqu'un qui vient des médias, c'est quelqu'un qui a besoin de se construire au quotidien une actualité, de bousculer les codes. Donc tous les jours, il doit inventer quelque chose. Alors là, aujourd'hui, c'est 200%. Rassurez-vous, c'est une offre à durée limitée, donc probablement demain, il n'existera plus. Ce que ça dit quand même, pour être plus sérieux, c'est que c'est quand même extrêmement... en tant que Français, en tant que patriote français, on ne peut pas rester... admiratif de Trump dans cette situation-là, parce que Trump, c'est quelqu'un qui vient effectivement d'imposer un racket, puisqu'il propose de faire un peace board, c'est le terme anglais, donc une conférence de paix, sur lesquelles effectivement les membres devraient à l'avenir apporter 1 milliard de contributions. Emmanuel Macron juge pour la France que c'est pas forcément utile. En toute honnêteté, je ne soutiens pas Emmanuel Macron, mais pour le coup, c'est effectivement une bonne décision parce qu'on n'a pas 1 milliard et c'est pas forcément utile dans le contexte actuel. Et qu'est-ce que fait Trump derrière? Du chantage. Et il met ses droits de douane qui ne riment à rien. Donc, si vous voulez, en tant que patriote français, on ne peut pas se satisfaire de cet épisode. Voilà. Votre avis a changé, a évolué en un an? Alors, mon avis... on a l'impression que Trump est devenu un repoussoir, à vous écouter. Je pense que Trump est venu, effectivement, avec un programme extrêmement clair qui a séduit les Américains. Moi, j'étais pour différentes chaînes télé aux États-Unis pour suivre la campagne, pour donner l'actualité quotidienne, et je voyais un enthousiasme, une passion autour de Trump. Des gens qui avaient envie de ce changement, qui avaient envie de ce retour d'une politique focalisée autour des problèmes du quotidien des Américains. Et ça, c'était la promesse de Trump. Et Trump avait derrière lui une base de fidèles, les MAGA, les influenceurs, donc que ce soit Candace Owen, que ce soit Tucker Carlson, que ce soit Joe Rogan, etc. Charlie Kirk, il y avait ce soutien, cet enthousiasme. Et en un an, on voit qu'il y a une fracture qui s'opère au sein des MAGA, qui ne comprennent plus, pour une partie, la politique de Donald Trump. On voit que les Américains qui ont soutenu Donald Trump, moi je suis en contact toujours avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées durant cette période de campagne, qui me disent finalement, il est comme les autres. Finalement, donc il y a une déception qui s'est créée, alors pas totale. Alors, nous allons revenir sur le front intérieur, Alexis Tarade, sur les problèmes domestiques, mais pour vous, il y a clairement une déception.
Ben, moi, je suis pas américain, donc j'ai pas à être déçu ou pas déçu. J'ai juste à constater que Donald Trump est venu avec des promesses, un programme très clair, et très rapidement, on s'est retrouvé en échec par rapport à ces promesses. C'est venu très rapidement, c'est-à-dire que une des actions majeures de la campagne de Donald Trump, c'était de dire on va reprendre le pouvoir, on va reprendre au deep state le pouvoir. Or, mi-février, globalement, le combat était fini. Trump avait perdu, le deep state reprenait le pouvoir. Ça a été notamment avec Elon Musk, sur lequel il y avait eu la création du Dodge. Dodge, qui était un organisme qui devait justement assécher le Marivaux, pour la traduction en français, qui devait réduire les coûts des fonctionnaires. Et puis, au bout d'un mois et demi, il y a eu beaucoup de pression. Et finalement, qu'est-ce qu'a fait Trump ? Il a viré Elon Musk. Ça nous a valu des scènes de ménage sur les réseaux sociaux qui étaient... voilà. Et le combat était perdu. Trump a perdu face au deep state américain au bout d'un mois et demi. Alors, nous allons revenir, comme je disais, là-dessus. Trump, en tout cas, vis-à-vis du reste du monde, bon, il mène une guerre commerciale à presque tous les pays de la planète. Donc là, il a menacé encore la semaine dernière 7 pays de l'UE, 8 de surtaxe douanière de 10 et 25% en juin prochain si on ne lui cède pas le Groenland. Alors nous pouvons évoquer en effet ce bras de fer sur le Groenland, mais ce que je voulais vous demander, Alexis Tarade, est peut-être un peu plus absolu. Trump est-il en train d'accélérer, selon vous, le monde multipolaire que l'on prophétisait déjà un peu avant lui? Ben non, Trump en fait est en train d'accélérer quelque chose que justement sur lequel il ne s'était pas engagé, le retour de l'Amérique Empire. Trump avait dit nous allons nous recentrer autour des États-Unis. Mais c'est pas forcément inconciliable. Alors pas dans la façon dont on l'y a présenté aux électeurs. Les électeurs n'ont pas voté, c'est ce que dit d'ailleurs Tucker Carlson, les électeurs de Trump n'ont pas voté pour que Trump aille destituer ou kidnapper, choisissez le mot que vous voulez, Maduro, pour que Trump aille bombarder l'Iran, etc. C'est pas ce pourquoi les Américains ont cru voter. Donc si vous voulez, il y a un changement de politique, effectivement. C'est le retour de l'Amérique Empire. Très bon livre de Nicolas Mirkovitch. C'est ça, c'est l'Amérique qui reprend une stature mondiale avec un pouvoir... Mondial vraiment, parce que là, là, en l'occurrence, c'est son hémisphère, c'est l'hémisphère américain. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, on pourrait se dire que c'est un monde multipolaire, en effet, il y a la Chine, la Russie, c'est pas un monde multipolaire. Dans son pôle. C'est un monde tripolaire. C'est désormais le monde de la Chine, de la Russie, des États-Unis, et effectivement, avec chacun leur sphère d'influence, ces sphères étant extrêmement larges, puisque ce sont des sphères continentales. Pour vous, il est faible. Quel qualificatif choisiriez-vous pour... qualifié pour juger la politique de Trump vis-à-vis de l'axe Moscou-Pékin? Faible avec les forts, fort avec les faibles. C'est pour moi ce qui représente le mieux Trump. C'est quelqu'un qui est capable d'aller en une nuit écraser le président Maduro au Venezuela. Alors, je ne défends pas Maduro, c'est pas le propos. C'est juste que au-delà de qui est Maduro, c'est la fracture d'un ordre international établi, de règles internationales établies, d'un droit international. Tout ça a volé en éclats. Le fameux samedi, je crois que de mémoire, c'était le samedi 3 janvier, lorsque les États-Unis d'Amérique ont kidnappé Maduro. Donc, fort avec les faibles, mais par contre, quand il s'agit de parler avec Xi Jinping, quand il s'agit de parler avec Poutine, quand il s'agit de parler avec l'Inde, c'est systématiquement... Pour résumer, la Russie refuse à Donald Trump la paix en Ukraine et Xi Jinping a utilisé le levier des terres rares, ce qui a tout de suite calmé Donald Trump. Et des sanctions pareilles, puisqu'on se rappelle que la réciproque, effectivement, sur les tarifs, Trump avait fanfaronné en voulant imposer des tarifs faramineux à la Chine. La Chine a dit, bon, bah, d'accord, faisons de même. Et ça a réglé la question. Et Trump a fait marche arrière immédiatement. Anchorage, la rencontre d'Anchorage cet été, c'est... Entre Trump et Poutine. C'est une humiliation, c'est une soumission, à mon sens, de Donald Trump vis-à-vis de Poutine. Ah oui. Trump est quelqu'un qui, dans toutes ses conférences de presse, est extrêmement énergique, dynamique, volubile. C'est quelqu'un qui s'amuse avec les médias. Et là, dans la conférence qui suit... Soumission, c'est un peu fort. Après tout, il a peut-être choisi la diplomatie. Je pense qu'il a été politiquement dominé par Vladimir Poutine et qu'il est... un petit peu comme l'avait été Nicolas Sarkozy dans une fameuse conférence de presse à Moscou, où il y avait eu beaucoup de... En 2008, je crois. Il y avait eu beaucoup de questions. Est-ce qu'il était sous, est-ce qu'il n'était pas sous? En fait, je pense qu'il est groggy, Trump, après cette rencontre de Poutine, parce qu'il se rend compte que Poutine lui dit non et non. Et Trump, pour la première fois, se retrouve face à quelqu'un qui est plus fort que lui. Et la conférence qui en suit
elle est parlante. Elle est véritablement parlante. Rien ne se dit réellement, mais bon... Non, mais là, Trump, en l'occurrence, Trump est effacé. Plus récemment, Donald Trump ouvre le conseil pour Gaza, le conseil de paix pour Gaza, à Vladimir Poutine. Oui. Pour vous, c'est encore une fois une soumission ? Non, c'est une idée qui n'a aucun intérêt. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Quoi, donc le conseil en tant que tel pour Gaza ou l'invitation à Vladimir Poutine qui officialise un peu son retour Non, bien entendu, mais Donald Trump a officialisé, je dirais, la stature du président Poutine, notamment par la fameuse rencontre à Anchorage, mais par tous les échanges qu'il y a eu en amont, etc. Donc ça, la question ne se pose plus, à part pour nous, parce qu'on a une propagande en Occident qui fait qu'on veut considérer encore que Poutine n'est pas influent au niveau mondial. Mais ça, je veux dire, une fois qu'on a dépassé l'Europe, le reste du monde, effectivement, n'est pas du tout dans cette réalité-là. Donc ça, c'est déjà acté. Mais non, le Conseil de paix pour Gaza, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Enfin, on a aujourd'hui une organisation qui s'appelle l'ONU, qui ne fonctionne pas, mais qui est existante. On va rajouter une deuxième organisation qui ne fonctionnera pas plus, et parce qu'elle appartiendrait ou elle serait créée ou fondée par Donald Trump. Voilà, donc c'est un non-sens, ça n'a pas d'intérêt. Donc ce que vous nous dites, c'est que Donald Trump n'est pas si puissant que cela à l'international. Nous avons évoqué évidemment la Russie, la Chine, et puis, petit détail, mais le New York Times dévoilé la semaine dernière que Benjamin Netanyahou avait demandé à Donald Trump de ne pas frapper l'Iran à la suite donc, des contestations à Téhéran et à travers le pays aussi, parce que, selon Israël, les frappes américaines seraient insuffisantes et l'État hébreu trop vulnérable à une riposte iranienne. C'est encore une illustration ? C'est une illustration effectivement du fait qu'il n'y ait pas une stabilité et une puissance américaine, alors israélo-américaine au Moyen-Orient. Effectivement, ils ne sont pas prêts. Trump, poussé, je dirais, par son hubris suite à l'événement du Venezuela, et poussé par des nouveaux alliés qui sont des alliés totalement improbables, tels que Lindsey Graham, a décidé, Lindsey Graham, qui a été extrêmement... sénateur de Caroline du Nord, qui n'est très néoconservateur, enfin très... Oui, et absolument pas un allié historique de Donald Trump, qui se retrouve aujourd'hui à être son meilleur ami, avec Rubio. Rubio aussi, qui était un ennemi de Donald Trump. Donc c'est des alliés de fortune, absolument pas naturels pour Donald Trump, et qui sont aujourd'hui, je dirais, son cercle proche. Donc ils l'ont poussé, et notamment Graham, ça a été extrêmement véhément sur la question de l'Iran, ils l'ont poussé à vouloir attaquer rapidement. Trump a paradé, comme il le fait tout le temps dans les médias, etc., a incité d'ailleurs, et ça pose véritablement question, parce qu'il a incité ouvertement les Iraniens à se révolter contre... Donc c'est quand même une tentative... Enfin, c'est quand même extrêmement vous diriez que Donald Trump et les États-Unis ont abandonné les révoltés iraniens ? Et ils les ont abandonnés, puisque finalement, ils se sont rendus compte en chemin qu'ils n'étaient pas prêts. Absolument. Absolument. Et ça pose une autre question, ça pose ouvertement, et notamment une question qui a été abordée par Charlie Kirk avant son décès, où il était extrêmement véhément. Et Charlie Kirk, c'est Turning Point USA, la plateforme, son média, c'est extrêmement suivi par les jeunes américains, très engagés politiquement. C'était extrêmement suivi, c'était pas un média mineur, c'était vraiment quelque chose de très important. Où, un mouvement militant et un média à la fois. Oui. Et Charlie Kirk était extrêmement critique sur la relation politique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, la question je ne vais pas aller dans le mot de soumission, mais en tout cas, quel est le rapport de force politique entre les États-Unis et Israël ? Initialement, tout le monde pourrait naturellement penser que c'est le gros qui domine le petit. Et curieusement, sur beaucoup de points, il y a véritablement des interrogations au cœur, justement, du mouvement MAGA, au cœur des Républicains, au cœur de Turning Point USA. Oui, il y a une grande remise en cause de l'alliance américano-israélienne depuis à minima 6 mois et la guerre de l'été dernier. J'en reviens à ce que vous avez déjà esquissé, à savoir la politique intérieure. Donald Trump aussi est beaucoup moins solide, beaucoup moins fort, puissant, résistant qu'on ne pourrait le croire. Cela dit, il y a quand même des sondages qui nous indiquent certaines choses. D'abord, selon Real Clear Politics, qui synthétise absolument une dizaine de sondages des principaux médias, 42,4% des électeurs américains, selon encore une fois RCP, approuvent Donald Trump, la présidence de Donald Trump, contre 55,2% qui donc la désapprouvent, et c'est en baisse depuis un certain nombre de mois. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le tableau sur l'écran, évidemment, que les courbes s'élargissent.
Pourquoi, à votre avis, Alexis Alors, Tarade? Mais avant de vous laisser répondre, je préciserai quand même que il y a quasiment 0% d'opinion défavorable chez les électeurs qui s'auto-identifient MAGA. On est à 95% selon les sondages, encore une fois, ceux de CNN. Bon. Alors, MAGA, il faut être vraiment vigilant. MAGA, c'est un courant que Trump a monté comme un grand pour lui, pour structurer en fait on va dire une milice militante autour de lui. Il l'a monté sur un slogan d'ailleurs qu'il a pris à Ronald Reagan. C'est Ronald Reagan en 1980 qui disait « Let's make America great again ». Et Donald Trump a repris ce slogan de Ronald Reagan pour en faire un mouvement intérieur au sein des Republicans. C'est on va dire, une milice pro-Trump, qui est jusqu'au bout fanatique et qui est minoritaire au sein des militants républicains, mais qui était extrêmement bruyante, extrêmement dynamique, extrêmement active, donc ils pèsent beaucoup. Ils sont peu nombreux, mais ils sont très influents. Et ce mouvement, il faut le différencier en deux parties. Il faut le différencier dans les personnes qui votent ou qui sont membres du MAGA, les militants, et les personnalités politiques qui la composent. Ces personnalités politiques, il y a aujourd'hui une fracturation. C'est impossible de dire qu'il n'y a pas de fracturation et qu'il y a toujours un soutien à 95% sur Donald Trump dans les personnalités politiques. Alors qui Eh bien, Taylor Marjorie Greene, Massier, enfin, on a des leads, mais c'est des poids lourds politiques. Qui a quitté, Marjorie Greene, bien sûr, qui a quitté qui étaient des soutiens son siège inconditionnels de Donald Trump, qui étaient les meilleures représentations. Rind aussi, c'était les meilleurs représentants de Donald Trump, si vous voulez. Et ils sont partis. Donc il y a eu cette fameuse affaire Epstein, il y a eu évidemment l'affaire Epstein, elle marque aussi au cœur du MAGA. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le MAGA, il y a, je dirais même, un troisième pôle qu'il faut prendre en compte et qui est très important, ce sont les influenceurs. Et ces influenceurs, ce sont eux notamment, qui ont permis à Trump de gagner cette élection. C'est Joe Rogan, c'est Candace Owens, c'était Charlie Kirk, on va parler des principaux, Tucker Carlson, effectivement, et toutes ces personnalités que je viens de citer sont aujourd'hui extrêmement... ont mis un peu d'eau dans leur vin de Trumpisme. Fortement. Tucker Carlson a même fait, concernant la question du renforcement du budget militaire, a même fait un message en disant... On se prépare à quoi? On se prépare, en fait, les États-Unis se préparent à une guerre majeure, à ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale, globalement. Donc, il y a vraiment des inquiétudes, et beaucoup sont très critiques sur qu'est-ce que fait Trump à l'international. Donc, vous voyez, le 95%, il faudrait peut-être le renuancer. Il faudrait forcément le renuancer. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que au sein du courant républicain, Trump a beaucoup d'ennemis. Finalement, là où il a le plus d'ennemis, c'est dans son propre camp. Parce que c'est un parti qu'il a pris de force. Lui, l'ancien démocrate, il l'a pris de force et ça a généré beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume, beaucoup de rancœur qui se sont tus. Parce que Trump était surpuissant dans les médias, surpuissant dans l'opinion publique, et tout le monde s'est tu de peur. Alors, ça c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a ce phénomène viscéral, d'autant plus que ça s'accentue très souvent en fin de mandat. Et là, nous approchons des midterms, c'est le deuxième mandat de Donald Trump, bien sûr. Et évidemment, ça peut être la curée. S'il y a défaite durant les midterms qui doivent avoir lieu en novembre prochain, je rappelle que les Républicains tiennent 53 des 100 sièges au Sénat, ce qui est relativement fragile, et encore plus à la Chambre, puisqu'ils ne tiennent que de 218 contre 213 sièges pour les démocrates. Pour vous, ça sent le roussi? C'est compliqué dans le contexte actuel parce que Trump a une politique, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi actif à l'international, c'est parce que sa politique au national ne fonctionne pas encore, ne donne pas encore les résultats sur le volant économique qu'il souhaitait. Il a été très bon, pour le coup, il n'y a rien à dire sur la partie sociétale, ça, c'est un succès. C'est-à-dire sur la partie du wokisme, du combat justement idéologique, il a été très bon. Il a fait exactement le programme. Des contacts américains me rapportaient qu'il était possible désormais de signaler à l'administration fédérale toute politique locale, woke. Par exemple, si une administration
si une université mettait en place des programmes de discrimination positive, on pouvait le signaler à l'administration fédérale qui envoyait donc des enquêteurs pour suspendre le programme de discrimination positive, etc. Et il est là-dessus, c'est un de ses points de campagne sur lequel il est exactement dans les résultats qu'il espérait et qu'il avait promis. On pourra parler de la question d'immigration, de la question du ICE. Il est aussi, quoi qu'on en dise, exactement dans ce qu'il avait annoncé et ça plaît. En tout cas, à sa base. Maintenant, sur la partie économique, sur le prix du gallon, sur le prix de l'alimentaire, sur en fait ce qui fait le quotidien des Américains, là, il n'y est pas encore. C'est-à-dire Eh bien, la vie coûte toujours plus cher. Croissance 2,5%, chômage 4%, inflation 3%, c'est insuffisant pour vous ? La vie coûte toujours plus cher pour un Américain. Or, Trump s'était engagé, et Trump est comme ça dans sa communication. Il est parfois jusqu'au boutiste ou extrémiste dans ses mots. Il s'était engagé immédiatement à avoir une baisse des coûts des foyers, et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas selon vous. Alors c'est vrai que les tarifs douaniers sont passés donc entre 2024 Biden et Trump 2025 de 2,4% à 16,8%. En fait, ce que vous dites, c'est que ce sont les foyers américains qui paient l'addition. Oui, tout à fait. Vous évoquez quand même son succès sur le front, sur le terrain migratoire. Donc il y a en effet quelques chiffres qui penchent en sa faveur. Je vous propose de faire un petit résumé là-dessus pour que tout soit clair. Pour la première fois depuis un demi-siècle, les États-Unis connaissent un solde migratoire négatif, selon un rapport de la Brookings Institution du 13 janvier. Ce solde a été de moins 10 000 à moins 295 000 personnes en 2025, une inversion spectaculaire après plus de 2 millions d'entrées nettes en 2024. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a multiplié les mesures visant l'immigration illégale, avec plus de 500 actes exécutifs et législatifs en un an. Près de 20% des 225 décrets signés en 2025, soit 38, ont été consacrés à l'immigration, transformant radicalement le système migratoire américain. Parmi les mesures phares, la fermeture quasi totale de la frontière sud aux demandeurs d'asile, une allocation de 170 milliards de dollars à l'application des lois migratoires, une suppression des soins de santé aux immigrés illégaux, mais peut-être surtout le renforcement de la police migratoire, l'ICE. Selon un sondage CNN, 51% de l'opinion américaine estime que l'ICE rend les villes américaines moins sûres, contre 31% qui estiment qu'elle les rend plus sûres et 18% qu'elle a un petit effet. Trump avait promis 1 million d'expulsions annuelles en un an. Le département de la sécurité intérieure en a finalement revendiqué 605 000. Mais à cela s'ajoute 1,9 million de retours volontaires, encouragés par un dispositif de vol-retour offert avec en prime $1 000. Donc, plutôt des succès pour Donald Trump, en tout cas sur la politique migratoire, malgré d'intenses polémiques, même des tragédies, puisque une femme, Renee Good, a été tuée dans le Minnesota il y a 10 jours par un agent donc, de l'ICE, 2-3 balles dans la tête. Tout le monde a vu les images. 80% d'ailleurs des électeurs américains ont vu ces images-là. Malgré tout, donc pour vous, Alexis Tarade, c'est quand même une victoire migratoire pour Donald Trump. Et ce qui n'est pas rien, parce que c'était quand même un de ses grands engagements de campagne. C'était un de ses très grands points de campagne. C'était quelque chose qui était attendu par ses électeurs. Pour le coup, force est de constater qu'il a mis les moyens. Je crois que lors de son investiture, il y a de ça un an, jour pour jour, c'était 20 janvier, il avait signé, je crois, plus d'une centaine de décrets. Il y en avait une énorme partie qui concernait la question d'immigration aux États-Unis. Les résultats sont plutôt bons. Alors, il y a un jeu politique qui a été mené en épingle par les démocrates. Ça, c'est de bonne guerre, qui ont poussé effectivement dans certains États, alors je crois qu'il y a un peu plus de 8 États où il y a eu des manifestations assez majeures. On ne va pas parler de réunions mineures, mais enfin en tout cas des événements assez majeurs, des manifestations majeures. Il y a la Californie, même la Floride d'ailleurs, Pourtant républicaine. Ouais, et qui est le fier. Alors, c'est le Trumpistan, la Floride. Soyons très clairs. Il y a l'État de New York, bien entendu. Il y a le Minnesota, il y a l'Illinois, il y a le Colorado. Et effectivement, donc des États quand même avec des villes majeures. Tout ça a été, je dirais, attisé ou poussé par les démocrates qui sont en train aussi, et ça c'est à prendre en compte, qui sont en train de reprendre des couleurs. Ils ont été complètement... je dirais déstabilisé suite à l'écrasante victoire de Donald Trump
il y a de ça un peu plus d'un an, c'était en début novembre 2024. Ils ont mis du temps à se remettre en route, mais ils se remettent en route aujourd'hui. Donc il y a véritablement aussi une opposition politique qui est en train de se recréer, que Trump n'avait pas pendant sa première année d'élection, enfin de mandat. Alors, on parle de J.D. Vance un peu quand même, pour succéder à Donald Trump. Vous voyez des différences entre l'un et l'autre? Pour vous, quel serait l'avenir du conservatisme, des républicains, du mouvement MAGA aux États-Unis? Donc, quel est l'avenir de la révolution Trump après Trump, d'après vous? Est-il trop tôt pour l'évoquer? Non, je pense qu'il faut, il faut commencer à la réfléchir. Je pense que d'ailleurs, J.D. Vance est un homme... moi, j'aime beaucoup J.D. Vance, donc je vais être... pourquoi? Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a effectivement une colonne vertébrale politique très claire. C'est quelqu'un aussi, contrairement à Trump, qui est beaucoup plus... raffiné, élégant et mesuré dans ses propos. Enfin, c'est un homme politique, dans le sens positif du terme, là où Trump, pour moi, est un showman. Voilà, en raison de ses origines, rappelons-le, très modestes, du Midwest, me semble-t-il, tout en ayant été éduqué dans les Ivy Leagues. Non, je pense que J.D. Vance fait de la politique. Donald Trump fait du spectacle. Donald Trump, c'est l'homme de You're Fired, son émission, son prime time qu'il a fait connaître, je dirais au grand public américain. C'est quelqu'un qui a besoin de créer le buzz tous les jours, chaque jour, une actualité, parce qu'il faut occuper le terrain. J.D. Vance, c'est un homme politique. Il est là pour... Mais sera-t-il en mesure de réussir là où vous pensez que Donald Trump a échoué, à savoir de briser le deep state? J.D. Vance n'a pas cette hostilité au sein des Republicans. Donc il n'aura pas autant de pression au sein de son propre camp. C'est déjà un point très important pour pouvoir faire de la politique. Première chose. Deuxième chose, je trouve que moi, J.D. Vance est extrêmement malin et astucieux, puisque sur beaucoup de points, il prend beaucoup de recul par rapport à Donald Trump. Il y a plein de moments où Donald Trump a été au national en difficulté, notamment on parlait des manifestations en Californie, où l'opposition, par tweet interposé, ce qui est, excusez-moi du terme, mais assez ridicule pour un président de la première puissance mondiale, d'aller s'affronter avec son opposant politique sur Internet, comme de collégiens. Là où Donald Trump avait besoin de soutien, notamment lors des manifestations en Californie, qu'est-ce qu'ont fait les Républicains? Qu'est-ce qu'a fait J.D. Vance? Rien. Et ça, politiquement, cette distance, cette absence de soutien, là où Trump aurait eu besoin que tout le monde monte au créneau derrière lui pour le soutenir, personne n'était là derrière lui. Donc ça, je pense que J.D. Vance est en train de préparer l'après-midterms. D'accord, donc un peu de silence plutôt que du vacarme, si j'ai bien compris. Alexis Tarade, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes cofondateur du média Divergence Politique. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, cet épisode de Choc du Monde. J'espère qu'il vous a plu. Et surtout, s'il vous a plu, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée.